faut trouver un vocabulaire pour l'habitat africain. Salut, je suis Dim Godlove et bienvenue sur Afrique Ville Verte. Ici, on parle d'architecture, d'ingénierie, de matériaux de construction et de tout ce qui gravite autour du métier. Mais aussi, on parle de transition écologique, d'identité urbaine, d'identité culturelle. Ma phrase introductive vient du célèbre architecte japonais d'origine malienne, Asubi Sako. Pour lui, il pense qu'il n'y a jamais eu d'architecture africaine, ou du moins qu'il n'y a jamais eu un récit de l'architecture africaine, vernaculaire, propre à notre culture, propre à notre identité urbaine, propre à notre intelligence climatique. Il pense selon lui qu'avant le début du XXe siècle, où le béton s'est introduit en Afrique, il n'y a jamais eu question d'une architecture propre à nos origines, à nous. Et sérieusement, le plus curieux, c'est que Asubi Sako est malien. Mais faisons un peu d'histoire. Je pense que chacun d'entre nous a déjà entendu parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les hommes naissent égaux en droit et en devoir. Savez-vous que cette déclaration-là vient de l'empire du Mali de l'époque, la charte du Manding. Presque mot pour mot, cette déclaration vient de cette charte-là. Entre le 16e et le 17e siècle, ou au début du 15e siècle, le Mali regorge une des plus grandes universités à l'échelle mondiale. Et son architecture est complètement faite à base de nos cultures à nous, de notre identité culturelle de façon vernaculaire. Une architecture qui intégrerait nos conditions climatiques, qui intégrerait notre culture, qui intégrerait notre façon de vivre à nous, à l'Africaine. À Tombouctou, c'est donc par l'écriture que se transmettent les récits communs, et non par la sculpture ou l'architecture. Les professeurs jouent un rôle essentiel dans cette transmission. Voici la grande université de Tombouctou. Au XVIe siècle, elle était aussi importante que ses homologues européennes et comptait 25 000 étudiants pour une ville de 100 000 habitants. Elle a fait de Tombouctou un centre de savoir. Les imposantes bibliothèques de la ville renferment de nombreux trésors. Cette déclaration est encore plus grave parce que c'est un peu comme si aujourd'hui on vous disait, dites-vous que dans 4 ou 5 générations, vos descendants ne sauront même pas que vous avez existé. Ils diront, ils n'ont jamais existé. Ils diront, vous n'avez laissé aucun héritage, ou du moins, vous n'avez laissé aucune trace écrite de qui vous étiez. C'est cela qu'on veut nous faire comprendre aujourd'hui. Qu'il n'y a jamais eu une question d'architecture africaine, qu'il n'y a pas eu des artisans, des ingénieurs, des architectes qui, entre le 15e et le 16e siècle, ou plus tard que cela, n'ont construit de l'Afrique et n'ont écrit l'identité culturelle, architecturale et urbaine de nos villes telles qu'ils le pensaient à cette époque-là. C'est un peu comme si aujourd'hui on vous disait, vous qui êtes parents, que dans 3 ou 4 générations, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vous aurez oublié. Est-ce vraiment sérieux de continuer avec ce récit qui nous trompe et qui endort les générations qui viendront après nous? Mais revenons au fait, aujourd'hui dans nos villes africaines, comment est-ce qu'elles sont bâties? Nos villes africaines sont bâties autour de 4 grands blocs. Le premier et le plus important sont les quartiers historiques ou les centres-villes. Ils sont généralement bâtis à base du béton, du bitume ou de l'asphalte principalement. Le second, ce sont les quartiers industriels et commerciaux. Encore là, on peut comprendre que le béton à cette époque-là était le matériau qui règne à maître et que le bitume était celui qui permettait une facile fluidité dans la ville. Mais revenons au troisième point. Le troisième bloc, ce sont les quartiers résidentiels. Et là, c'est curieux parce que aujourd'hui encore, nous sommes fiers de dire devant chez moi passe le bitume. Parfois même dans nos affiches, lorsqu'on vous propose une villa ou une maison, on vous dit le goudron n'est pas long. Vulgairement, c'est ce qu'on dit. Le goudron n'est pas très long. Comme si c'était une source de modernité, comme si c'était un prestige d'avoir du bitume qui passe non loin du sol. C'est faux. Le bitume découle complètement de l'industrie du pétrole. Qui, si on s'en tient qu'à cela, on pourrait clairement dire que le béton est le meilleur matériau en ce qui concerne nos infrastructures, nos VRD, voiries et réseaux divers pour nos villes. Et même pour ce qui est de la fluidité dans nos zones résidentielles. Parce que il faut quand même avoir au béton la qualité d'être un matériau poreux. Ça veut dire qu'il laisse respirer le sol, ce que le bitume ne permet pas. Je ne dirais pas que c'est la conséquence ou la cause de la grande partie des inondations qu'on a dans nos villes parce que nos villes sont beaucoup trop bitumées et donc ne laissent pas le sol faire sa part de travail. Mais mine de rien, elle fait partie des causes.
le fait de bitumer complètement et partout. Alors que là, par contre, on peut utiliser le béton intelligemment en posant des pavés. Ou mieux encore, en utilisant des pavés de pierre. Elles, par contre, peuvent tenir sur des millénaires et ne jamais changer. Pas besoin d'entretien à coût de milliards. Mais curieusement, soit on marche sur la tête, soit c'est fait exprès par nos dirigeants. Et à la fin de la journée, ce n'est ni vous, ni moi qui gagnons, c'est uniquement les industriels. Un pavé fait entre 5,6 kg et 10 kg. Donc en prenant une moyenne de 7 kg, on est sur un tonnage de 554 tonnes de pavés bougés à la main. C'est une route qui est repartie minimum pour 50 ans sans problème. C'est un investissement à très long terme et surtout avec une valeur patrimoniale. Actuellement en Afrique, les promotions immobilières ou encore logements individuels groupés et les logements collectifs font rage. C'est devenu la mode et tout le monde se dit c'est la solution à tous nos problèmes d'habitat dans nos villes. Mais dites-vous bien que ce modèle-là a complètement été copié du modèle occidental. Là-bas par contre, c'était un modèle pensé parce qu'ils n'avaient pas des matériaux autres que le béton. Nous reviendrons sur le béton dans quelques minutes. En France par exemple, dans les années 2019-2020, la France produit 400 000 logements, dont 40 000 en logements individuels groupés, 200 000 en logements collectifs et environ 160 000 en autoconstruction. Mais les 40 000 logements construits en individuel groupé coûtaient 800 € au mètre carré, plus cher que l'autoconstruction. Mais curieusement, c'est un modèle qu'on a réussi à importer en Afrique et se dire que faire des promotions immobilières qui est pareil que les constructions individuelles groupées, c'est le modèle qui mettra tout le monde un toit sur la tête. Que c'est faux. Malheureusement, aujourd'hui, les promotions immobilières prennent la part belle du marché. Tout le monde aujourd'hui ouvre une entreprise de construction de promotion immobilière. Ce n'est pas un modèle architectural. Parlons maintenant des logements collectifs. En réalité, un logement collectif, c'est simplement un immeuble dans lequel chaque personne achète un appartement. C'est un modèle qui marche très bien en Europe et qui, mine de rien, résout un problème. Mais dites-moi, est-ce qu'en Afrique, le logement collectif est un modèle qui marche? Est-ce qu'en Afrique, notre façon de vivre, notre façon d'occuper les espaces nous permettent, nous Africains, de vivre dans ce type d'architecture où nous sommes tous entassés dans des appartements et le certificat de copropriété régit la façon dont chacun d'entre nos voisins devrait vivre et interagir avec l'autre? Ce n'est certainement pas un modèle qui marche. Je prendrai peut-être un exemple très simple que tout le monde connaît, la cuisine africaine. Parlons du foutou, du pilet de banane, du pilet de pomme de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour nos mamans de cuisiner ce type de mets dans nos cuisines, dans un logement collectif? C'est clair qu'il y aura un problème de nuisance sonore. Mieux encore, est-ce qu'il est possible de gérer un sinistre s'il arrivait que le voisin, par malheur, perdait sa maison dans un feu ou alors dans toute autre situation et que cela attaquait votre bien à vous? Vous me direz certainement que l'assurance gérera cela, que c'est faux. Parce que l'assurance ne gère que lorsque vous avez pris toutes les règles de sécurité qui devaient s'appliquer à votre bâtiment. Les escaliers de secours, les extincteurs, les désenfumages, les panneaux de protection, les murs coupe-feu, panneaux coupe-feu et autres. Combien de nos bâtiments en logement collectif intègrent ces normes-là? Très peu, sinon il n'y en a même pas. Mais quand même, on continue de répéter ce modèle qui ne fonctionne pas du tout chez nous. Et là encore, on se dit, nous respectons les normes internationales et nationales que nous avons ratifiées tous ensemble. Dites-vous bien que même en Europe aujourd'hui, ces normes-là sont tellement dépassées que nous sommes passés à comment protéger l'environnement. Ah justement, c'est de là qu'est née la réglementation thermique 2012 qui ensuite est passée à réglementation environnementale 2020 qui a fait son applicabilité en 2022 et qui prévoit en 2050, tenez-vous bien, que nos bâtiments produiront 0% de carbone. La réglementation environnementale 2020, RE2020, s'inscrit dans la continuité des réglementations thermiques précédentes. Responsable de 30% des émissions de CO2, le bâtiment doit maintenant s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone qui vise à la neutralité carbone de la France en 2050.
évolution majeure de la RE 2020, l'impact sur le changement climatique des bâtiments va désormais être pris en compte. 290 logements construits en plusieurs phases sur 5 ans. Des logements qui consommeront peu d'énergie, mais qui sont loin d'être neutres pour la planète. Car si le béton était un pays, il serait le 3e émetteur de gaz à effet de serre, derrière la Chine et les États-Unis. Alors, au-dessus de l'ossature en béton, on utilise de nouveaux matériaux. Ici, sur cet étage-ci, vous voyez, on monte les murs verticaux donc en blocs silico-calcaires. Ce sont des blocs à base de sable et de chaux. Donc on sort là du canevas béton, on est plus dans d'autres matières premières. Non mais sérieux. Est-ce que c'est sérieux de dire aujourd'hui, en 2026, que dans 24 ans, nos bâtiments produiront 0% de carbone? Lorsqu'on voit nos cimenteries pousser de jour en jour, lorsqu'on voit nos aciéries être plutôt en santé financière, est-ce qu'il est sérieux de dire qu'en 2050, nos bâtiments ne pollueront plus? C'est clair que c'est juste du saupoudrage. Il est autant plus vrai de dire qu'il existe quand même des avancées dans le sens des matériaux vernaculaires ou des constructions qui intègrent notre façon de vivre à l'africaine, la construction nubienne et d'autres, et c'est tant bien que mal de faire le pas en avant, de se tourner vers une architecture résolument vernaculaire qui intègre notre culture et notre identité urbaine. Mais les chiffres sont très marginaux à l'échelle du béton, de l'acier, du verre ou de l'aluminium. Revenons sur nos matériaux biosourcés et géosourcés. La technique de construction en matériaux géosourcés qu'on connaît le mieux, c'est la terre. Et juste pour la terre, uniquement pour la terre, il y a au moins 6 à 7 techniques de construction. Entre la bauge, la terre crue, la terre cuite, le pisé et autres, il existe plusieurs techniques de construction, dont la plus ancienne est la bauge. C'est simplement une technique qui consiste à mélanger de la terre avec de la paille ou de la tifa pour stabiliser les murs avec des bambous. Il est clair qu'il faille moderniser cette méthode et évoluer dans cette méthode. Mais il n'est pas question pour nous de nous dire oui c'est trop ancien, oui c'est trop vieux. Non, ce n'est pas ça la question. Autant il y a un millénaire, nous construisons avec la terre en bauge ou en pisé parfois. Autant aujourd'hui, on peut produire des briques de terre crue, des briques de terre cuite qui offrent une architecture qui n'a rien à envier aux architectures dites modernes du béton, du verre, de l'acier ou de l'aluminium. C'est à nous de faire ce choix. C'est à vous, citoyens, c'est à vous qui aspirez demain à construire, de décider de vous loger mieux pour vos enfants et pour ceux qui viendront après même vos enfants. Dites-moi aujourd'hui, qui d'entre nous peut dire vivant dans une maison en béton, construite en béton, en verre ou acier, qui n'a jamais eu des problèmes d'humidité, de remontée capillaire, de fissuration des murs, d'avoir l'impression qu'il étouffe dans sa maison, qu'il fait beaucoup trop chaud dans sa maison. Il ne faut pas être fataliste, il ne faut pas être défaitiste et se dire on n'a pas le choix. Bien sûr qu'on a le choix parce qu'on peut construire autrement, on peut construire avec des matériaux qui intègrent notre intelligence climatique, qui intègrent nos racines culturelles et qui nous offrent une façon de construire ou un confort que le béton ne pourra pas nous offrir. Et là encore, je ne suis pas en train de dire que le béton n'a pas sa place, non, loin de là. Tout à l'heure, je vous ai pris un exemple sur la place du béton ou la place qu'elle devrait occuper dans l'architecture de nos villes. Je pense très clairement que nos zones résidentielles ne devraient pas être bitumées, on devrait utiliser des matériaux, soit du béton, soit des matériaux géosourcés, la pierre ou la terre par exemple. Dans chacune de nos villes africaines, il y a au moins un matériau géosourcé qui est exploitable. Au Sénégal par exemple, nous avons de la pierre et du granit. À Figuil, dans le nord du Cameroun, nous avons du marbre. Dans le littoral camerounais, nous avons de la pierre de Pouma. Et en Côte d'Ivoire, nous avons du granit de Séguéla. Les exemples sont à point finir. C'est à nous de prendre les bonnes décisions et de construire autrement. Ok, supposons qu'on décide de construire une maison complètement en béton. Il serait intéressant pour nous, par exemple le carrelage ou le revêtement des sols de nos cours extérieurs ou même intérieurs d'ailleurs, d'utiliser des matériaux vernaculaires locaux qui intègrent mieux le climat et qui polluent moins. Dites-vous bien que ça appartient à chacun d'entre nous de faire le bon choix. Ça appartient à chacun d'entre nous de décider comment est-ce qu'il veut construire et quel héritage il veut léguer à ses enfants. Cette question n'est pas une question que d'architecte, d'ingénieur, d'urbaniste ou de toute personne qui gravite autour du métier. C'est une question de citoyenneté. Parce que oui, l'habitat
est une question de citoyenneté, c'est une question d'inclusion sociale, c'est une question de cohésion urbaine, c'est une question de mobilité urbaine. Lorsqu'on parle d'architecture vernaculaire, de construction écologique, de construction bien sourcée ou jeune sourcée, ce n'est pas juste des mots ou alors un slogan juste pour faire joli. Non, loin de là. Autant on a pu codifier les normes liées au béton, à l'acier, au verre ou à l'aluminium, autant il est possible pour nous de codifier et d'encadrer les normes liées à notre façon de construire à l'africaine, avec des matériaux qui nous ressemblent, avec des matériaux qui intègrent notre intelligence culturelle, notre intelligence climatique. Le dire comme ça a l'air compliqué, mais c'est juste la connaissance du matériau, des propriétés physiques et des propriétés chimiques de chaque matériau. Il y a quelques ouvrages dans ce sens qui essaient de faire une étude sur le matériau terre. La difficulté aujourd'hui, c'est que les terres ne se ressemblent pas. Et selon les zones géographiques où on se trouve, il faille faire les mêmes essais. Mais dites-moi, est-ce que cela coûtera plus cher de faire ces essais par site géographique ou par aire géographique que les aciéries, que les cimenteries qu'on construit aujourd'hui à coût de centaines de milliards? Pour bête long, je vous invite en commentaire à laisser votre avis, à liker, à vous abonner, mais surtout à partager. Porte-toi bien.